Bonsoir Vadim Omelchenko, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes l'ambassadeur d'Ukraine en France. Avec vous, on va revenir sur la situation diplomatique, la situation de votre pays qui rentre dans ce 4e mois de guerre face à l'armée de Vladimir Poutine. Vous parlez un peu le français, mais vous préférez parler l'ukrainien. Mais quand même, permettez-moi de vous poser la première question. Comment va votre pays aujourd'hui? Quelle est la situation aujourd'hui pour vous? Tout d'abord, je voudrais saluer tous les téléspectateurs de votre émission et vous dire que pendant de nombreuses années, j'ai été un spectateur assidu de votre émission et c'est un grand honneur pour moi d'être ensemble avec vous aujourd'hui et prendre part à votre émission. Je vous remercie beaucoup. En ce qui concerne votre question, en effet, c'est une date triste aujourd'hui, 90 jours depuis le début de la guerre. L'Ukraine se bat, souffre. Les fils de notre patrie sont en train de périr. Des gens innocents meurent. La situation présentement est très difficile. Vous savez qu'une part importante du territoire ukrainien a été libérée. Mais l'ennemi aujourd'hui s'est concentré sur 3 axes et c'est là que les combats sont aujourd'hui très acharnés. Justement, on se demandait, parce que effectivement la résistance ukrainienne a eu des grands succès, elle a chassé les Russes de Kiev, elle a chassé les Russes de Kharkiv, mais le fait qu'elle se concentre maintenant, cette armée russe, sur le Donbass, et qu'à l'instant même, Vladimir Poutine répète qu'il ira jusqu'au bout de ses objectifs, on se demande s'ils ne sont pas en train de reprendre la main. Ils ne sont pas en train de gagner des points. Nous avons entendu bon nombre de déclarations de la part de ce monsieur. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a 4 mois, il présentait des ultimatums face à l'OTAN et il donnait une semaine de réflexion. Ensuite, il a déclaré qu'en 3 jours, il allait prendre la capitale de l'Ukraine, la ville de Kiev. Ensuite, il a changé de ses objectifs et le 9 mai, il voulait faire un défilé à Kiev, ou au moins à Mariupol. Il n'a pas réussi. Maintenant, de nouveau, il fait des déclarations, alors que nous faisons notre travail. Qu'il continue à faire des déclarations, nous faisons ce que nous avons à faire. Jusqu'à quand vous pouvez tenir? Aujourd'hui, les armées ukrainiennes reçoivent des soutiens armés de l'Occident, des Américains, des Européens, mais il y a beaucoup de problèmes aussi de transport, de logistique, d'utilisation des armes. On entre dans une période un peu difficile où tout n'arrive pas et en même temps il faut tenir, il faut résister. Combien de temps ça peut durer encore? Vous avez parfaitement saisi la situation. Et c'est justement la façon dont nous pensons. Ce qui se passe, c'est effectivement une compétition, une course contre la montre, c'est ce qui est le plus difficile. Car pour que nous puissions contre-attaquer, nous avons besoin d'armements lourds. Et cet armement arrive, mais pas aussi vite, malheureusement, que nous l'aurions souhaité. Je ne veux pas cacher et faire preuve d'un optimisme factice. La situation est très difficile. Car l'armée qui se trouve aujourd'hui en première ligne du front, ces combattants sont très fatigués, physiquement, psychiquement, mais ils tiennent. Et c'est l'esprit qui va gagner, car l'ennemi est aussi fatigué. Mais il n'a pas cet esprit que nous possédons, car nous défendons notre propre maison.
Alors aujourd'hui, on a appris que le Parlement russe allait examiner un texte qui vise à abroger la limite d'âge pour s'engager dans l'armée russe. Et donc aujourd'hui, c'était jusqu'à 40 ans, ça peut être au-dessus de 40 ans, c'est-à-dire que Poutine essaye de chercher encore des troupes, encore des troupes. Ça vous inquiète ? Ça ne nous inquiète pas. Notre renseignement travaille et nous savons qu'ils ont déjà fait venir sur le sol ukrainien toutes les réserves dont ils disposaient. Et que maintenant, soit il faut déclarer une mobilisation totale, ce que les responsables russes ont peur de faire, ou bien procéder à une mobilisation cachée en montant l'âge limite. Oui, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, ils pourraient avoir plus de moyens encore contre vous. Est-ce qu'il y a des tentations, des idées qui seraient de céder éventuellement une partie du Donbass pour avoir un cessez-le-feu, pour épargner des vies? Le cessez-le-feu doit servir à la paix. Si maintenant vous entendez parler de cessez-le-feu, c'est ce qui intéresse Poutine. Ce narratif est apparu justement il y a quelques jours lorsque l'armée ukrainienne est sortie à la frontière avec la Russie dans la région de Kharkiv, lorsque nous avons procédé à une contre-attaque et nous avons atteint la frontière ukrainienne avec la Fédération de Russie. Évidemment, ils ont eu peur et nous avons commencé à entendre parler partout à travers le monde, ici aux États-Unis, qu'il fallait cesser le feu immédiatement et mettre Poutine à la table des négociations. Je le répète encore une fois, nous ne sommes pas contre le cessez-le-feu, mais ce cessez-le-feu doit être le prologue à la paix et non la continuation de la guerre. Et nous continuons, nous comprenons pourquoi Poutine veut cesser le feu pour reformater, regrouper ses forces et reprendre l'offensive. On entend en France, par exemple, mais pas seulement, les Européens dire il ne faut pas humilier la Russie. Parce que quand on a humilié les Allemands, après la guerre de 14-18, on a eu le traité de Versailles et la Deuxième Guerre mondiale pour prendre la revanche par les Allemands. Donc on ne doit pas répéter les mêmes erreurs historiques. Vous comprenez ce raisonnement ? Je comprends, mais je ne la partage pas. Je peux vous citer un responsable qui disait que lorsqu'on essaie de pacifier le tyran, ça ne fait que le renforcer. Il va avancer des demandes sans cesse croissantes. C'est la citation de général de Gaulle qu'il a prononcée au cours de la guerre froide lorsqu'on a érigé le mur de Berlin. Car parfois, j'entends que la recherche de s'entendre avec la Russie, on cite de Gaulle justement. Mais je ne partage pas du tout cette idée. De Gaulle était un homme sage et lorsque, après la guerre, c'était dans l'intérêt de la France, il le faisait, mais on ne peut pas comparer. Donc c'était sa position pendant la guerre froide, en disant que les tyrans méritent un comportement adéquat. Vous diriez que De Gaulle, aujourd'hui, il soutiendrait l'Ukraine plus que ce que fait aujourd'hui l'Europe il s'engagerait encore plus avec les Ukrainiens? J'ai beaucoup lu au sujet du général de Gaulle. C'était d'une part un homme romantique et d'autre part c'était un homme pragmatique. Mais de manière générale, c'était un homme
d'une grande moralité, d'une grande éthique. Et lorsqu'il discutait avec Staline, par exemple, on ne peut pas le comparer. L'Union soviétique, après la Seconde Guerre mondiale, c'était un pays qui a vaincu, avec une armée puissante, avec une économie pas si mauvaise, un pays qui jouissait d'un prestige dans le monde, alors que la Russie de Poutine, c'est de la kleptocratie corrompue. Vous pensez que De Gaulle aurait eu affaire avec une kleptocratie corrompue? Vous nous dites à nous, occidentaux, regardez, ce régime de Poutine n'est pas aussi fort que ce que vous croyez. Vous pensez que le régime de Poutine est fragile, est plus fragile que ce qu'on croit? Posez la question à votre renseignement. Posez la question aux Américains. Les renseignements américains, ils sont choqués. Car $1 trillion qui avait été déclaré pour la réforme de l'armée russe a été volé. Et la pauvreté que nous constatons lorsqu'ils volent, excusez-moi, les sanitaires ou les machines à laver, c'est la pauvreté. Sachant que le pays a obtenu des revenus énormes pour le gaz et les hydrocarbures. Et c'est pour ça que l'armée russe a de telles pertes, parce que c'est une armée corrompue. Donc vous nous dites, en fait, vous avez peur de quelqu'un qui n'est pas si fort. Vous avez tort d'avoir peur. Il faut y aller, il faut aller plus loin. Mais vous comprenez que nous souhaitons, les Européens, ne pas être co-belligérants. Je comprends parfaitement, mais tout est une question de progression et d'étape. Il y a 3 mois, nous avons entendu de la part de l'Europe et des États-Unis une position totalement différente et des messages totalement différents. Mais progressivement, petit à petit, plus la Russie commet de crimes de guerre, le monde commence à s'éveiller, commence à s'unir. Vous voyez, Poutine voulait disloquer le monde occidental, il a obtenu au contraire l'unité. Est-ce que vous croyez qu'il peut s'effondrer de l'intérieur? Ce n'est pas à exclure. Nous étudions l'opinion publique en Russie. Nous recevons beaucoup d'informations, des interceptions des soldats russes, et nous voyons comment la situation, très lentement, mais change. Les soldats commencent à se demander pourquoi nous sommes là. Leurs mères demandent qu'est-ce qu'ils font là-bas. Donc là-bas aussi, ils commencent petit à petit à s'éveiller, très lentement. Si on parle de la situation plus politique en Ukraine, au-delà de la partie guerrière, est-ce que Volodymyr Zelensky est appuyé, soutenu par toutes les forces politiques, ou est-ce qu'il est aussi un peu sous la pression d'ultranationalistes ou d'opposition qui le poussent à aller encore plus loin, à ne pas négocier, à ne négocier à aucun prix? Savez-vous quel est le pourcentage qu'ont tenu les partis ultranationalistes au Parlement ukrainien? Par exemple, le secteur droit, Pravый secteur. Moins de 1%. Les ultra-droites existent dans tout pays. Ce qui est important, c'est l'appréciation, le regard que porte sur eux la société. L'appréciation de la société ukrainienne, c'était moins de 1%. Savez-vous combien sur les chaînes russes on a montré, donc quels résultats avaient été montrés à la télévision russe? La télévision russe a dit que ce parti a obtenu 38% lors des dernières élections. Vous comprenez comment on a créé chez les Russes l'impression sur le nationalisme ukrainien. C'est du mensonge total. Il y a eu un débat politique aussi autour de
la décision, par exemple, de demander aux soldats d'Azovstal d'arrêter le combat. Ils ont reçu l'ordre d'arrêter le combat. Et ils ont été faits prisonniers par les Russes. Est-ce que tout le monde était d'accord en Ukraine sur cette décision? Oui, je voudrais revenir sur la question précédente. Vous avez demandé s'il y a une pression sur le président Zelensky de la part des forces politiques de l'opposition. Non. Vous pouvez voir le Parlement ukrainien qui se réunit, qui à chaque fois salue le président debout. Autrement dit, toutes les forces politiques se sont réunies autour du président. C'est absolument certain. En ce qui concerne l'ordre donné aux défenseurs d'Azovstal, certes, après tous les efforts de régler ce problème autrement, et vous savez que le président ukrainien s'est adressé à tous les leaders du monde, par exemple le président Macron, au pape, et a proposé différentes solutions, mais Poutine n'a pas répondu. C'est alors que Zelensky, lorsque la situation était tout simplement critique, il a donné l'ordre en tant que chef des armées, et l'ordre était suivant. Vous avez rempli vos objectifs. Je vous ordonne de préserver la vie des gens. Je considère que cet ordre était sage et il témoigne du fait que pour l'Ukraine, la vie de chaque soldat compte et cette vie est plus importante que le soi-disant prestige. Est-ce que vous savez maintenant ce qu'ils sont devenus? Est-ce que vous croyez que l'échange sera fait vraiment de prisonniers de guerre? L'échange était prévu par les accords obtenus. L'accord était le suivant. Lorsqu'ils sortiraient, les blessés seraient amenés à être soignés. Ceux qui sortent sans les armes seraient échangés et à l'avance, on avait donc déjà établi l'échange, donc qui contre qui. Mais à Azovstal, il reste toujours beaucoup de gens, avec le commandant du régiment Azov, Denis Prokopenko, qui n'ont pas déposé les armes. Nous n'avons pas de connexion avec eux, mais ils se trouvent toujours là-bas et ils continuent à résister. Je ne peux pas le dire. Il reste des résistants à Azovstal, dans la ville de Mariupol, qui est devenue une ville russe, qui est devenue une ville occupée russe. Oui, c'est tout à fait cela. Nous avons des exemples dans l'histoire, par exemple la forteresse de Brest pendant la Seconde Guerre mondiale, mais eux, ils ont tenu un mois et c'est entré dans l'histoire. Là, ils sont en train de tenir depuis 90 jours et ils continuent à tenir. Sur le plan plus diplomatique, vous demandez l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, vous demandez l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et il y a eu un peu de malentendu là-dessus. Le président Macron a dit « ça va prendre des années et dans l'intervalle, on va proposer à l'Ukraine de rentrer dans une communauté politique ». L'Ukraine a plutôt mal réagi, a trouvé que c'était pas acceptable. Aujourd'hui, le secrétaire d'État, le ministre délégué aux Affaires européennes, Clément Beaune, a reçu la vice-première ministre ukrainienne. Et je vous propose d'écouter ce qu'il a dit en sortant de sa réunion, de son rendez-vous. Le troisième élément sur lequel nous avons discuté, sur lequel nous devons insister, c'est bien sûr une perspective européenne pour l'Ukraine, qui soit positive, qui soit concrète et qui soit crédible. C'est très important de dire, comme nous l'avons fait au sommet de Versailles, que l'Ukraine fait partie dès aujourd'hui et fera partie de la famille politique européenne. Je suis convaincu que l'Ukraine fera partie de l'Union européenne. Qu'un processus d'intégration à l'Union européenne est évidemment possible,
est évidemment souhaitable, mais nous le savons avec honnêteté, je l'ai rappelé, il prend du temps. Alors, comment est-ce que vous accueillez ce discours aujourd'hui ? À mon avis, c'est un message parfaitement clair. Je voudrais ajouter que tout d'abord lors de la discussion, tout comme lors de la conversation téléphonique avec le président Macron, on a assuré l'Ukraine que la France soutiendra le statut de candidat octroyé à l'Ukraine, de candidat à l'Union européenne, ce qui est très important pour nous. Et je voudrais que les téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. Nous sommes parfaitement conscients du fait que devenir membre, c'est un chemin long. Il est évident que l'Ukraine doit parcourir ce chemin. Nous ne voulons pas violer ou brûler les procédures prévues par l'Union européenne et nous sommes prêts à parcourir ce chemin et travailler sur les réformes, ce qui prendra évidemment un certain temps. En ce qui concerne le statut de candidat, nous avons toujours souligné que c'est important maintenant pour le peuple ukrainien, en tant que geste de soutien moral, pour le peuple ukrainien qui se bat pour les valeurs européennes, qu'il ne doute pas que chaque soldat se bat pour les valeurs. C'est une guerre de valeurs. Et nous voulons obtenir le statut de candidat pour fixer pour notre peuple ainsi la perspective européenne. Ensuite, nous sommes parfaitement conscients qu'il faut parcourir ce long chemin et nous y sommes prêts. Il y a donc et c'est de cela qu'on a discuté aujourd'hui. Donc il n'y a plus de malentendu là-dessus, c'est-à-dire il y a une forme d'accord qui est intervenue aujourd'hui. La France vous a dit qui soutiendrait votre demande d'adhésion, votre candidature à l'Union européenne. C'est un pas clair, un nouveau pas? Parfaitement. On commence à expliquer ce qu'on entendait par ce terme de communauté européenne. Il y a des choses intéressantes là-dedans. Il n'est pas exclu que nous soutiendrons aussi ce projet. Mais c'est un projet parallèle. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron va bientôt venir à Kiev? Je l'espère. Il pourrait venir pour annoncer des choses nouvelles. Il y a quelque chose que vous attendez? Tout d'abord, la présence d'un leader tel que le président Macron, en tant que chef d'un État tel que la France, dans ce moment difficile, dans la capitale d'un pays en guerre, c'est déjà en soi un geste, et un geste puissant. Ensuite, nous verrons. Il dit qu'il ne veut pas venir les mains vides, mais nous lui disons, vous pouvez venir comme ça. S'il veut venir les mains pleines, nous lui serons bien évidemment reconnaissants. Dernière question, il y a une question très difficile maintenant, puisque la ville d'Odessa est soumise à un blocus imposé par les Russes en mer Noire, et donc les cargaisons de blé notamment ne peuvent plus partir. Et il y a une discussion sur comment essayer de casser ce blocus. Est-ce qu'on avance sur une solution? Est-ce que pour vous, la solution, elle va être militaire, elle va être humanitaire, elle va être... Est-ce que vous êtes optimiste sur une solution? Cette question est liée à la visite du président, car il est parfaitement conscient de ce problème. Il dit d'ores et déjà qu'il réfléchit au fait comment régler ce problème. Il est en train de discuter avec d'autres leaders. Si vous permettez, je voudrais reprendre votre question. Odessa n'a pas d'infrastructure militaire. Outre le port, il n'y a pas de militaire là-bas.
Mais cela fait déjà 2 semaines qu'il y a des bombardements incessants, 24 heures sur 24, avec des missiles de croisière, d'autres armements lourds interdits par les conventions internationales. Lorsque j'ai parlé au gouverneur de la région d'Odessa, c'était il y a 2 semaines, il m'a dit que ces derniers jours, il bombarde plus que durant les mois précédents. Des gens meurent, des enfants meurent. Et comme vous avez très justement remarqué, et le gouverneur me l'a confirmé, c'est fait pour bloquer l'approvisionnement des produits alimentaires, leur livraison au monde. Les ports de la mer Noire faisaient passer 40% du volume mondial d'alimentation. Autrement dit, les responsables russes, de manière consciente, provoquent la famine dans le monde, ainsi que la crise humanitaire. À mon sens, c'est une menace qui n'est pas moindre, sinon plus importante encore que la menace atomique. Car la menace nucléaire, elle est éloignée, alors que la famine peut s'installer dès l'automne. Je voudrais à ce sujet vous dire la chose suivante. Premièrement, l'Ukraine confirme parfaitement ses engagements pris devant le monde, devant l'ONU, et est prête à fournir l'ensemble des volumes prévus par les contrats. Cependant, plusieurs voies sont en discussion. D'abord, c'est le déblocus de la mer Noire. Vous savez, lorsque l'End-Lease, pendant la Seconde Guerre mondiale, venait, les Américains et les Anglais accompagnaient le convoi, y compris avec les produits alimentaires, vers l'Union soviétique. Et c'est la première possibilité. Peut-être la flotte britannique ou les bateaux de l'OTAN pourraient accompagner les convois depuis Odessa vers les autres pays du monde. Deuxième possibilité, on étudie la possibilité d'un couloir de solidarité, donc un couloir terrestre, l'approvisionnement des produits alimentaires. Et donc, les discussions se poursuivent et les décisions seront prises rapidement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'être venu sur notre plateau. Merci. C'était évidemment très intéressant.